Au sommaire de cette édition, violents affrontements entre la police et des pêcheurs de Mbour. Il y a des blessés et une cinquantaine d'arrestations. À l'origine, l'opposition des pêcheurs à la construction d'un deuxième quai de pêche. Maintien en détention de Guy Marius Sagna et de 2 étudiants. Leurs avocats interjettent appel devant la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar. Ils dénoncent une discrimination à l'encontre de leurs clients. Confirmation de la grande importance accordée par les Sénégalais à l'accès au logement. C'est le grand rush vers la plateforme du programme 100 000 logements sociaux. Déjà 42 000 inscrits en seulement 3 jours. Beaucoup de rejets également. Et puis fête de Noël et de fin d'année, période de négociation entre parents et enfants pour l'achat des cadeaux. Entre caprices d'enfants et exigences des parents, vous verrez que ça négocie ferme. Anna Rocha, pour les titres de l'actualité internationale, bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. À la une ce matin, la disparition du général algérien Raïd Salah. Il est mort d'une crise cardiaque, véritable homme fort de l'Algérie. Il laisse un vide, mais ce n'est pas pour autant la fin du régime Bouteflika, selon le chercheur franco-algérien Hawez Seniguer, vous l'entendrez. Et puis au Soudan, Omar El-Béchir, interrogé au sujet du Darfour. Le président déchu fait partie des personnalités visées par une enquête sur des crimes commis au Darfour. À tout à l'heure pour le développement. Les titres du journal des sports que vous nous présenterez. Malal Diagne Junior, bonjour. Bonjour Suleiman, bonjour à tous. Abdoulaye Gueye veut amener le stade de Mbour au sommet du football local. Le nouveau président du club mbourois invite les sportifs de la Petite Côte à l'unité et au travail. L'AS Pikine perd ses premiers points à domicile cette saison. Tenu en échec hier par Mbour, Petite Côte, les banlieusards promettent de corriger les fautes tactiques afin de rendre une meilleure copie lors de la prochaine journée. Enfin, basketball, Eladj Paté Touré, nouveau président du Dakar University Club après l'élection. Place aux étudiants qui listent leur attente. À tout à l'heure pour les détails. Georges Déthié Diop signera la revue de la presse du jour. Et puis à partir d'aujourd'hui jusqu'au 31 décembre, nous vous proposons de revenir sur les faits les plus saillants de l'année écoulée. Le journal 2019, ce sera aux alentours de 12h30 avec Babacar Fall. À la mise en onde de cette édition, Abdoulaye Diop. Chaude matinée au quai de pêche de Mbour. Une bagarre a éclaté entre pêcheurs et policiers. On compte des blessés et une cinquantaine d'arrestations. Ces pêcheurs sont contre la construction d'un deuxième quai de pêche sur le site qui sert à amarrer les pirogues. Récit d'Abdourahmane Diallo. Échauffouré entre policiers et pêcheurs au quai de pêche de Mbour, ces pêcheurs disent non à la construction du deuxième quai de pêche. La population de TFS n'a pas voulu construire la quai de pêche. On a dit pour tout le monde que nous, on n'a pas besoin que le quai de pêche, qu'on met ça ici devant le quai. Les pêcheurs n'ont pas voulu cette quai de pêche. Pourquoi? Parce que c'est notre village. Ici, c'est notre Tossan qui est là. Et c'est notre patrimoine. Les policiers ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Des blessés et des arrestations ont été dénombrés. Il y a pas mal d'arrestations. Ils sont plus de 50 personnes qu'on a pris. Il y a des blessés à l'hôpital. Il y a des maisons qu'on a lancé des grenades qui ne sont pas normales. Il faut qu'il fasse des négociations. Ah oui. On ne peut pas faire des forces. La force, c'est pas bon. La force, c'est pas bon. Voilà. Les pêcheurs ne comptent pas céder ce site qui leur sert d'amarrer les pirogues. Et l'État aussi ne veut pas renoncer à ce projet de quai de pêche. RFM Mbour. Abdourahmane Diallo. L'avocat et défenseur des droits de l'homme, maître Amadou Ali Kane, dénonce l'absence d'une enquête après l'incident mortel dans lequel le commandant de la gendarmerie de Hamadi Ounaré est impliqué. Celui-ci a mortellement fauché une dame hier. Maître Amadou Ali Kane exige l'ouverture d'une enquête au nom du principe de l'égalité des citoyens devant la loi. Il est interrogé par El Hadj Ndiogou. Nous avons appris avec tristesse l'accident de véhicule qui a causé la mort accidentelle atroce d'une dame dénommée Dianga Kassé à Hamadi Ounaré dans la région de Matam. L'auteur de l'accident ne serait personne d'autre que le commandant de la brigade, ou en tout cas le véhicule de la brigade conduit par un gendarme. Alors les populations sont révoltées et exigent que la lumière soit faite. Il semblerait qu'il y aurait des difficultés par rapport à cela, au motif que
le commandant ou en tout cas le gendarme mis en cause serait en service commandé. Alors, si cela était vrai, ça pose problème du point de vue du droit. Parce que le fait d'être en service commandé change simplement la compétence sur le plan judiciaire. C'est-à-dire que lorsque une infraction est commise par un gendarme, un policier, dans l'exercice des fonctions, c'est le tribunal militaire qui est compétent. Mais ça ne veut pas dire qu'il bénéficie de l'impunité. Et ça, nous avons pu le voir dans l'affaire du meurtre ou de la mort de l'étudiant Falloussène à Saint-Louis. Les gendarmes qui étaient concernés étaient en service commandé. Mais néanmoins, il y a eu ouverture d'informations judiciaires et le dossier a été renvoyé devant le tribunal militaire qui n'existe qu'à Dakar. Donc j'estime aussi que dans les mêmes conditions, une information judiciaire doit être ouverte. Je ne dis pas que les personnes concernées doivent être arrêtées, doivent être réprimées, mais il serait inacceptable qu'il y ait une impunité totale autour de cette affaire. Il faut rappeler que la dame Djanga Kassé est morte, ce qui a suscité la colère des populations de Hamadi Ounaré qui sont descendues dans la rue et il y a eu des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Tout autre chose, mais toujours dans le domaine judiciaire, les avocats de Guy Marius Sagna et des 2 autres étudiants toujours en détention ont interjeté appel devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dakar ce matin. Ils considèrent qu'il y a une discrimination dans cette affaire avec la libération de leurs co-détenus. Écoutons un de ces avocats, Maître Moussa Sarr, au téléphone avec El Hadj Ndiougoudienne. L'affaire sera portée devant la chambre d'accusation de la cour d'appel. Nous sommes surpris de la décision qui a été rendue par le doyen des juges. Les 8 personnes qui étaient en détention provisoire sont tous arrêtés dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. Ils sont également poursuivis pour le même chef d'inculpation, à part Guy. Donc il est assez surprenant et incompréhensible qu'on laisse en liberté 5 personnes et on la refuse pour les autres. C'est la raison pour laquelle nous allons contester cette décision de refus devant la chambre d'accusation de la cour d'appel. La chambre d'accusation a un délai de 2 mois à compter de l'appel qui a été formalisé ce jour pour statuer sur notre appel. Après un premier rejet, pensez-vous que votre requête va aboutir cette fois-ci? Êtes-vous optimiste? Écoutez, nous le pensons fortement. C'est la raison pour laquelle nous faisons appel. Si nous pensions le contraire, nous n'allons pas interjeter appel. Monsieur Diène, Ousmane Sarr, Fallou Galasek et Guy Marius Sagna ont été arrêtés dans les mêmes circonstances que Babacar Diop et les autres. Et ils sont poursuivis du même chef d'inculpation, participation à une manifestation illégale. Seul Guy est poursuivi pour autre chose. Mais en tout état de cause, ils réunissent toutes les conditions exigées par la loi, à savoir qu'ils ont une garantie de représentation. Voilà, comme vous le savez, les avocats de l'un des ex-co-détenus de Guy Marius Sagna, le professeur Babacar Diop, ont annoncé à ces avocats qu'ils vont déposer une plainte contre les auteurs et responsables des violences dont leur client aurait été victime vendredi dernier à quelques heures de sa libération. Entre autres réactions à cet incident, Mme Amsatou Sow Sidibé, professeure de droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, pense que son collègue Babacar Diop ne devrait pas subir une telle injustice. Elle dénonce par ailleurs une situation de violation massive des droits humains. Amsatou Sow Sidibé au micro de Cheikh Anta Diop. J'ai entendu ça dans la presse. C'est à vérifier. Si tel est le cas, je trouve que c'est catastrophique. Et nous serions scandalisés. Babacar Diop est notre collègue. Je ne vois pas, je ne crois pas qu'il ait fait, et je n'ai pas vu ce qu'il a fait, qui puisse justifier d'abord qu'on le mette en prison. Parce qu'il a mis en œuvre un droit fondamental, la liberté de manifester. Ensuite, on prend la décision grave de le détenir en prison. En portant atteinte à son intégrité physique, c'est inadmissible. Nous disons non à ça. Nous refusons cette situation et nous lançons un appel à l'État pour que ces situations cessent. Ces situations de violation massive des droits humains au Sénégal cessent. Nous ne pourrons plus l'admettre. Le professeur Amsatou Sow Sidibé qui participait à Tivaouane à la journée des Dara, manifestation lors de laquelle elle a proposé à l'État de faire une cartographie des Dara pour mieux cerner les difficultés et contrôler les Dara pour le respect des droits des enfants talibés. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions avec notre correspondant à Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance.
À moins d'une semaine de la fin du contrat d'affermage entre la SDE et l'État du Sénégal sur la distribution de l'eau au Sénégal, le point sur les discussions pour faire place à Suez qui entre en service à partir du 1er janvier 2020. Selon nos sources, tout est point et la signature du contrat entre la société française et l'État du Sénégal devrait intervenir au milieu de cette semaine. Mohamed Ali Mouba nous en dit plus. Aux dernières nouvelles, les négociations entre la Sénégalaise des eaux et Suez vont bon train. Tous les contrats des travailleurs de la SDE sont en train d'être modifiés au nom de la nouvelle structure qui va remplacer la SDE. L'État, de son côté, carbure à fond pour permettre à Suez de démarrer ses activités effectivement à partir du 1er janvier 2020. L'avenant de 6 mois signé avec la société sortante prend fin de manière effective le 31 décembre 2019. Or, pour Serigne Mbaye Thiam, le ministre de l'Assainissement et de l'Eau, il n'est pas question d'en renouveler. Mais il se trouve que le contrat n'est pas encore signé. Mais selon des indiscrétions, celle-ci devrait intervenir d'ici à vendredi. Du côté des travailleurs de la Sénégalaise des eaux, on est en train de faire le point avec la direction générale sur l'ensemble des acquis sociaux à transférer à la société française Suez. Pour ce qui est du rachat des biens utilisés par le nouvel arrivant, tout cela a été un point de discussion entre la Sénégalaise des eaux et l'État, ce bien avant l'arrivée de Suez. En fait, la Sénégalaise des eaux voulait d'abord traiter uniquement avec l'État sur la question du rachat de ces biens, notamment le matériel d'exploitation en dehors des ouvrages de production appartenant à l'État du Sénégal. Finalement, ce qui a été retenu, c'est que Suez va les racheter, mais libre à l'entreprise française d'acheter ce qui l'intéresse. Et à ce niveau, l'on nous signale que les discussions avancent entre les deux parties. Parlons maintenant du programme de 100 000 logements sociaux. Le ministre en charge de l'urbanisme et du logement révèle que 42 000 inscrits ont été enregistrés sur la plateforme qui a été lancée vendredi seulement. Toutefois, Abdou Karim Fofana souligne que 15% des demandeurs ont été rejetés parce qu'ils ne remplissaient pas les conditions d'éligibilité. Il était l'invité d'RFM Matin. La situation évolue de façon très importante. Dès le premier soir, nous avons eu 10 000 inscrits. Le samedi soir, 22 000 inscrits. Et aujourd'hui, hier soir, nous étions à 42 000 inscrits. Donc, ce qui montre un engouement fort pour le programme des 100 000 logements, le programme du président de la République, et ce qui montre aussi la pertinence de l'approche du président de la République, cette idée de faire en sorte que la demande de logement puisse être satisfaite au Sénégal. Quelles sont les conditionnalités pour avoir accès à ces logements? Alors, au jour d'aujourd'hui, la réglementation établit 3 critères. D'abord, la nationalité, il faut être de nationalité sénégalaise. Deuxième chose, il faut n'avoir jamais été propriétaire d'un logement au Sénégal, ce qu'on appelle le principe du primo-accédant. Et troisième chose, le revenu personnel du demandeur ne doit pas excéder 450 000. Donc un revenu inférieur ou égal à 450 000. Donc si ces critères sont réunis, vous pouvez dès à présent entrer dans le site. Mais nous avons aussi des critères, un filtre sur la plateforme numérique. Je note déjà que 85% des inscrits sont éligibles et 15% ne sont pas éligibles parce que le revenu qu'ils ont déclaré ou la nationalité qu'ils ont déclarée ou peut-être même qu'ils sont déjà propriétaires d'un logement fait qu'ils ne peuvent pas être propriétaires. Et puis la problématique de la décharge de Mbebes, un dossier géré par 2 ministères, celui de l'environnement et celui de l'urbanisme. Dans les 2 départements, on évoque une transversalité du dossier, là où un militant demande aux autorités de changer de paradigme dans la gestion des ordures. C'est un dossier réalisé par Georges Détié-Diop. Mbebes, une décharge, 2 ministères aux manettes. Lamine Baragay, conseiller technique au ministère de l'Urbanisme, parle de transversalité dans la gestion du dossier. Quand on parle de Mbebes, le citoyen pense aussitôt que ça doit être pris en charge par le ministère de l'Environnement, ce qui est tout à fait naturel. Mais n'empêche quand même dans le cadre de la solidarité entre départements ministériels, aujourd'hui notre ministère travaille également en bonne intelligence avec le ministère de l'Environnement
l'environnement pour gérer effectivement la question de façon générale de la gestion des ordures. Là intervient même le ministère de la gouvernance locale, tout ça. Transversalité, oui, mais pour Mamadou Berthet, il faut aller plus loin dans la problématique de la gestion des ordures. La décharge, elle a dépassé ses limites acceptables. Aujourd'hui, il faut voir comment sauvegarder l'environnement de Malika à Kurmassar, comment faire en sorte d'apurer ce qui est là déjà et comment éviter d'en arriver ultérieurement à un système de ce type-là. Donc, mener parallèlement une réflexion effectivement très transversale entre différents ministères et même avec les collectivités locales pour voir comment délocaliser les différents sites de tri et de traitement. Je ne sais pas quel type de traitement on va, parce que l'enfouissement, etc. Il faut voir, mais il faut délocaliser tout ça de sorte à éclater, éviter d'avoir une masse aussi énorme que celle qui arrive à Mbobos chaque jour. C'est ce qui est produit. Il faut réduire ce qui est produit. Il faut sérier ce qui est produit à la base avant même la collecte. Et je pense que ça, c'est des réflexions qu'il faut mener concomitamment aux urgences de l'heure. En tous les cas, les populations riveraines n'attendent qu'une seule chose, une solution au problème que leur cause la décharge. Donc, des résultats. Il est 12h16 ce lundi 23 décembre 2019. Plus que 2 jours pour célébrer Noël, tant attendu par les tout-petits. Beaucoup d'entre eux exigent des jouets connectés, principalement des tablettes ou autres smartphones. Pour de nombreux parents, ce n'est pas une obligation. Et il faudrait aussi que les moyens suivent. Il faut y ajouter aussi que pour certains, le cadeau est au bout de l'effort, c'est-à-dire après de bonnes notes à l'école. Nafissatou Silla. Voitures télécommandées, vélos, poupées, des armes en plastique ou encore des smartphones comme des tablettes, autant d'articles de cadeaux pour les enfants à Noël. Pour ce père de famille, ce n'est pas une tablette connectée, mais une toute simple pour faire plaisir à son fils, le tout petit Bakary Samaté. C'est ce qu'il m'a demandé. C'est un plaisir de lui offrir le cadeau qu'il veut. On me le propose à 6 000 francs CFA. Certes, c'est au-dessus de mes moyens, mais je vais lui acheter sa tablette. Si le petit Samaté a exigé une tablette, même si elle n'est pas connectée, chez la famille, on n'exige rien. Pas de chichi. Abdou Aziz. Non, pas du tout. Moi, mes enfants n'ont pas le choix. Ils sont pas difficiles. Souvent, c'est des poupées. J'ai que des filles. L'essentiel, c'est d'avoir des cadeaux. Pour Tchalisen, des jouets connectés, il n'en est pas question. Parce qu'il ne faut pas donner n'importe quoi aux enfants. Je préférais tout ce qui est ludique. Jeanne d'Arc Gomis fait les courses pour Noël. Elle achète une robe pour son unique fille. Le cadeau est déjà acquis, une tablette connectée, et dit avoir ses raisons. Elle se sent seule à la maison, donc je préfère lui acheter une tablette. Au moins, je vais lui faire des jeux dedans. Je ne suis pas de cet avis comme quoi elle amène ça à l'école comme ça. Non. C'est juste pour la maison. Quand elle fait ses exercices, elle peut se connecter. Pour Nina Badji, le problème est déjà réglé et les smartphones, c'est out. Ils ne sont pas premiers de leur classe, donc ils n'ont pas de cadeau. Ils passent tout le temps à jouer en classe. Lui, il est 11e de sa classe. Et on a des élèves trop bavards. Ils sont très bavards en classe, donc ils n'auront pas de cadeau. Autre jeu technologique. Alors non, je ne vais pas l'acheter parce que c'est pas sûr. L'enfant peut l'amener à l'école et jouer avec. Ou à la maison, comme on a le Wi-Fi aussi. Il peut se connecter et avoir accès à des sites. Juste 2 jours avant Noël, et les tout-petits sont impatients d'ouvrir leurs cadeaux. Et quoi qu'il puisse être, le plus important, c'est d'en profiter. Merry Christmas and Happy New Year. With lot of blessings. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Anna Rocha. Rebonjour Souleymane. En Algérie, le général Gaïd Salah, puissant chef d'état-major de l'armée, est mort. C'est ce qu'a annoncé ce matin la télévision publique algérienne. Officiellement, le général a succombé suite à une crise cardiaque. Vice-ministre de la Défense, il était le véritable homme fort du pays. Malgré l'élection d'Abdelmajid Tebboune, il laisse un vide certes, mais ce n'est pas la fin du régime Bouteflika pour autant, selon le chercheur franco-algérien Hawes Seniguer, par ailleurs associé à Timbuktu Institute. Nous l'avons joint tout à l'heure à Paris. Effectivement, le personnage en question était une personnalité clé dans le système politique algérien, celui qui en tout cas a assuré la transition entre la démission ou le renoncement de Bouteflika à briguer un 5e mandat et l'élection présidentielle récente qui a vu M. Tebboune propulsé président de la République. C'était donc un homme important dans l'équation politique algérienne, mais il est fort à parier que d'autres personnes suppléeront désormais à son absence. Je parle bien sûr de l'état-major algérien qui continuera dans les conditions actuelles
de jouer un rôle relativement important dans la distribution, dans les modes d'allocation du pouvoir. Au-delà de la personne, c'est un système qui se perpétue et qui se prolongera. Gaïd Salah symbolisait par excellence ce système politique qui voit l'état-major de l'armée disposer de ressources politiques importantes. Il disparaît, il laisse un vide, mais nous pouvons penser à une possibilité de transition au sein de cet état-major. Est-ce qu'on peut penser que c'est la fin du régime Bouteflika là ? Non, c'est absurde de le penser ainsi. Si on croit que parce que Gaïd Salah est décédé, la fin du système est actée, c'est une erreur d'analyse. Gaïd Salah, encore une fois, était un personnage clé. Il est la face visible de ce système politique qui est animé par l'état-major de l'armée, au moins en partie. Penser que la disparition d'une personne clé et la fin d'un système, ce serait aller un peu vite en besogne. Il serait mort suite à une crise cardiaque. Certains doutent de cette raison officielle. Vous en pensez quoi ? Écoutez, je pense qu'il faut éviter toute suspicion dès lors qu'il n'y a pas de fait objectif potentiellement analysable dans ce sens. Malheureusement, dans les périodes heurtées, de grand confusionnisme, le complotisme peut être une solution facile d'explication. De toute manière, on n'a aucun élément tangible permettant de dire que ce serait une mort précipitée. Au Mali, la société civile réclame une révision de la Constitution. Avec la tenue d'un référendum, les participants au dialogue national initié par le président Ibeka préconisent aussi l'organisation d'élections législatives avant mai 2020. Daoud Diouf. Réunis depuis le 14 décembre, ces participants au dialogue politique, membres de la société civile et d'une certaine classe politique malienne ont préconisé de nouvelles élections législatives et révisions constitutionnelles. Pour les élections législatives, il le faut avant 2020 et l'organisation d'un référendum sur les révisions de la constitution du pays. Il faut rappeler qu'au Mali, une proposition de révision datant de 2017 et visant à développer la décentralisation avait été bloquée par l'opposition parlementaire. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a convoqué ce dialogue national inclusif dans une tentative de reprendre la main après une urgence de violences communautaires et djihadistes. Il faut dire que ces discussions ont été boycottées par la plupart des partis de l'opposition ayant participé aux discussions. Parmi les rares formations d'opposition ayant participé à ces discussions, bien sûr, figure la coordination des mouvements de l'Azawad, alliance des groupes rebelles signataires d'un accord de paix avec Bamako en 2015. Rappelons que ce dialogue politique au Mali survient alors que les insurgés islamistes ont eu à tuer 140 soldats maliens depuis septembre et que les affrontements ont récemment ensanglanté le centre du pays. Et puis au Soudan, Omar El-Béchir sera interrogé au sujet du Darfour. Le président soudanais déchu fait l'objet d'une enquête pour des crimes commis au Darfour. Une cinquantaine d'autres responsables de l'ancien régime sont également concernés par cette enquête commanditée par les nouvelles autorités de Khartoum. Selon RFI, le procureur général n'a cependant toujours pas rendu public la liste des personnes appelées à répondre aux questions des enquêteurs. Souleymane. Merci Anna Rocha. À Malal Diagne Junior. Merci Souleymane. D'abord, le nouveau président du stade de Mbour veut bâtir un club fort. Un club fort avec l'appui et l'apport de tous les fils de Mbour et de tous les sportifs de Mbour. Avec une situation difficile, 3 défaites en 3 journées. Pour autant, Abdoulaye Gueye demeure confiant et invite les uns et les autres au travail. Abdoulaye Gueye s'est confié ce matin à RFM. Nous regrettons vivement son départ parce qu'on ne s'y attendait pas. Alors, pour ce qui se passe au Stade de Mbour actuellement, c'est vrai que nous avons eu 3 défaites. Vous savez, il n'y a pas trop de péril en la demain. Nous appelons simplement le peuple mbourois, le peuple sportif mbourois à la sérénité. Savoir que nous allons travailler la main dans la main avec tout le monde pour remettre le club à l'endroit. Parce qu'effectivement, ça fait bien longtemps que nous n'avons pas eu pareil départ. Nous allons identifier les causes et nous allons certainement y apporter les correctifs. Mais sachant aussi que le club étant professionnel, donc il y a une certaine organisation qu'il faudra mettre en place pour que, en tout cas, le club revienne à une meilleure position. Mais vous savez, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect sportif et il y a l'aspect administratif. Donc, sur chacun des aspects, nous allons essayer, en rapport avec le bureau et les personnes qui tournent autour du club, donc de travailler la main dans la main. La touche sera une touche, disons, inclusive. Stade de Mbour, comme d'autres clubs, c'est des clubs traditionnels. Et les clubs traditionnels qu'on a demandé d'avoir une partie professionnelle. Une partie professionnelle, là, l'équipe du Stade de Mbour qui est très proche de la Ligue 2 parce qu'elle est lanterne rouge. La Ligue 2 termine sa 3e journée cet après-midi avec une rencontre au programme à 16h30 à Al Sandigo. La Renaissance de Dakar reçoit Africa Promo. Basketball, les étudiants de l'UCAD parlent au nouveau président du DUC. Il s'appelle Eladj Paté Touré. Il a été élu président hier à l'issue de l'assemblée ordinaire organisée au sein même de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ce matin, Salia y a fait un tour.
Faire l'arrêt simultané. Allez Mohamed, arrêt simultané j'ai dit. Un terrain de basket beaucoup plus calme que d'habitude. L'équipe du Dakar Université Club l'a cédé ce matin à une école pour des entraînements. Voilà, dribble, 1, 2, 3, 4, 5. Un nouveau président à la tête du Dakar Université Club, Lamine Djedjou est entraîneur de basket dans ce club. Il fonde beaucoup d'espoir sur la nouvelle équipe dirigeante. Même s'il est vrai que c'est un peu difficile le changement, mais ça peut être positif aussi. Parce que dès l'instant qu'on a un nouveau regard ou bien un changement, ça peut amener beaucoup d'opportunités dans le club aussi, de nouvelles visions, de nouvelles stratégies. La gestion du club, une des revendications phares du staff. Le côté que je m'attends le plus, c'est le côté d'abord de la gestion de l'équipe. Comment faire pour régler aussi certains problèmes, les problèmes qui sont là. Et aussi continuer à garder le lien qui est là, le lien qui fait que le Duc continue à exister jusqu'à présent. Et surtout aussi du côté du recrutement des joueurs. Les supporters aussi saluent cette nomination. Ils attendent des sacres encore et encore. El Hadj Pathé Touré remplace Maître Babacar Ndiaye à la tête du Dakar Université Club. Le nouveau président invite toute la famille au rassemblement et à la mobilisation pour que le Duc retrouve son image d'antan. Fin du 4e quart-temps, Souleymane. Merci Mal Diagne Junior et bon appétit. Merci. RFM, la presse du jour. La presse de ce lundi 23 décembre 2019, lue et commentée par Georges Déthié-Diop. Exit le CFA, place à l'écho. Presque tous les journaux se font l'écho de la mort annoncée du franc CFA. Selon l'Observateur, les 15 États de la CEDEAO, incluant les 8 États de l'UEMOA, vont adopter en 2020 une monnaie unique baptisée ECO. C'est le président ivoirien Alassane Ouattara qui l'a fait savoir samedi lors d'une conférence de presse conjointe avec Emmanuel Macron. Ainsi, Tribune s'exclame « Franc CFA, c'est fini ». L'AS rapporte que l'ECO remplace le CFA. Seulement Vox Populi fait état d'une mort déguisée du franc CFA. Pour le journal, c'est l'acte de décès du CFA qui est signé, pas sa mort. Et pour cause, le journal Le Quotidien souligne que la France continue de garantir la monnaie et la parité fixe avec l'euro est maintenue. Conclusion du quotidien Le Quotidien, le CFA change, rien ne bouge. Mais qu'est-ce qui bouge? Donc réellement, le listing dans Vox Populi, le nom, la BCEAO qui ne devra plus déposer la moitié de ses réserves de change auprès de la Banque de France, la France qui va se retirer des instances de gouvernance de l'Union monétaire ouest-africaine. Après l'annonce du passage du CFA à l'ECO, les commentaires. À la première page de Walf Quotidien, Abdoulmaï pour qui l'essentiel est pourtant ailleurs. L'économiste Demba Moussa Dembélé parle d'un mauvais coup contre l'intégration en Afrique de l'Ouest. Quant à l'économiste Abdourahmane Sarr, il fait état d'une décision d'étape à saluer dans le processus devant mener à la libération totale. Plusieurs autres réactions dans l'Observateur. Felwine Sarr souligne que la réforme est une avancée, mais pas une révolution ni une rupture. Pour Ndongo Sambasila, le franc CFA n'est pas mort, le cœur du système est en place. Moubarak Lo, lui, indique que cette réforme marque une avancée réelle. Toujours dans l'Observateur, les avis du professeur Moustapha Kassé et des économistes Mamor Fall et Ousmane Biram Sané. À la une du journal Les Échos, une sortie de Mamadou Ndoye, ancien secrétaire général de la LD, Ligue démocratique. Il charge le régime de Macky Sall. Le journal rapporte que Mamadou Ndoye a tout bonnement envie d'éclater de rire en entendant parler d'émergence, alors que notre pays est encore loin d'avoir réglé les préalables qui conduisent à cette émergence. Il alerte aussi sur la situation financière chaotique qui, prévient-il, risque à tout moment l'explosion. Un autre homme politique qui parle, mais cette fois-ci dans l'Observateur, Babacar Diop se confie après sa sortie de prison. C'est sur son lit d'hôpital qu'il s'est entretenu avec l'Observateur. Il confie avoir été tabassé par 4 gardes pénitentiaires le jour de sa libération. Il dit aussi être resté 8 jours sans manger. À la une de Source A, autopsie de la gestion d'Aliou Sall à la tête de la ville de Guédiawaye. Le résultat, ce que Source A aura remarqué est que la note est très bonne. Source A rapporte les propos de l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Guédiawaye, d'un membre du Grand Parti, d'un responsable du Forum civil, entre autres. Cette enquête dans Sud Quotidien, une enquête à Grand Yoff sur l'implantation d'une gare clandestine Dakar-Mour-Thiès. L'antre de la corruption, s'exclame Sud Quotidien qui affirme que des agents véreux ferment les yeux. Pendant ce temps, enquête s'intéresse aux routes secondaires en mauvais état à Dakar. Un dossier sur le sujet. La capitale des nids de poules.
Et la photo à la une du journal parle d'elle-même. La mort de Papis Gelongal lors d'un accident sur l'autoroute. C'était le 4 mai 2018. Libération révèle que la chambre civile du tribunal hors classe de Dakar a déclaré la société Eiffage de Nouvelle Autoroute entièrement responsable de l'accident qui a coûté la vie à Papis Baba Diallo alias Papis Gelongal. Selon Libération, Sénac est condamné à payer aux héritiers la somme de 30 millions de francs CFA et 14 millions CFA à Youssouf Kandé et Moussa Mbalo, frère du défunt. Les confidences de l'épouse du défunt chef de protocole de la présidence de la République dans Le Soleil. Dans un entretien accordé au quotidien national, Thérèse Turpin-Diatta parle de la galerie Kembouri qu'elle dirige depuis 1996, l'état de la culture, son défunt conjoint Bruno Diatta avec qui elle a partagé 42 ans de vie commune. Les sports, pour terminer, Sadio Mané aux pages de titres de Record et Stade. Record évoque le Ballon d'Or Afrique 2019. Sadio, jamais aussi proche selon Record qui indique qu'il est sur le podium avec Mahrez et Mohamed Salah. Stade s'arrête lui sur la victoire de Liverpool samedi dernier au Mondial des clubs. Sadio Mané a été passeur décisif. Titre du journal Stade, Sadio un peu plus dans la légende. À vos kiosques et bonne lecture. À 12h31, c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir écouté. Avant de nous quitter, d'abord un rappel des titres. Violents affrontements entre la police et des pêcheurs à Mbour. Il y a des blessés et une cinquantaine d'arrestations. À l'origine, l'opposition des pêcheurs à la construction d'un deuxième quai de pêche. Maintien en détention de Guy Marius Sagna et de 2 étudiants. Leurs avocats interjettent appel devant la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar ce matin. Ils dénoncent une discrimination à l'encontre de leurs clients. Confirmation de la grande importance accordée par les Sénégalais à l'accès au logement. C'est le grand rush vers la plateforme du programme 100 000 logements sociaux. Déjà 42 000 inscrits et en seulement 3 jours. Beaucoup de rejets également. Et puis, vous avez suivi notre reportage sur la fête de Noël et la fête de fin d'année. Période de négociation entre parents et enfants pour l'achat des cadeaux. Ça négocie ferme. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer et à vous présenter ce journal. À 13h, retrouvez El Haj Hassan Gueye pour le journal en Wolof. Et puis à partir d'aujourd'hui jusqu'au 31 décembre, nous vous proposons de revenir sur les faits les plus saillants de l'année écoulée.